Je vais aborder la dernière, peut-être la dernière question, parce que j'ai vraiment envie que tu puisses converser avec le public. C'est au niveau, est-ce que tu te définis comme féministe? Est-ce que tu es un rabbin, je voudrais l'entendre, est-ce que tu es un rabbin séfarade, orthodoxe, féministe? Est-ce que ça existe? Je sais bien que ça existe, mais est-ce que toi tu te définirais en tant que tel? Et si c'est le cas, quelles seraient les thématiques qui te semblent importantes au niveau de l'évolution du statut des femmes au sein de notre tradition? Est-ce que c'est l'étude? Est-ce que c'est la place dans la synagogue? Est-ce que c'est le fait qu'elles puissent chanter? Est-ce que c'est le fait qu'elles puissent devenir témoins auprès d'un tribunal rabbinique? Enfin, toutes ces restrictions qui font que le statut juridique des femmes est mineur encore maintenant au sein de la halakha orthodoxe. Alors, je vais le dire clairement, je pense que le judaïsme de demain ne pourra pas être pris au sérieux si on n'a pas un changement radical dans le statut de la femme. Tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer un judaïsme basé sur 50% de la population. Ça ne peut pas marcher. Et on a, dans le monde juif traditionnel, eh bien, des restrictions qui ont été imposées au public féminin, certaines fois des restrictions qui émanent directement du Talmud ou de textes halakhiques, et sur ce point-là, donc, il faut retravailler la chose et voir si on peut changer les choses. Mais il y a d'autres restrictions qui sont des restrictions d'ordre sociologique. On n'a pas eu l'habitude on n'a pas vu que... Donc sociologie, c'est la sociologie. Dès lors que la société change, il faut adapter les choses. Et ce qui est très intéressant, je fais le lien avec le monde séfarade, c'est que au Maroc, par exemple, dans les années 47, 49, 50, on a eu la fameuse Asefat Arabanim. Asefat Arabanim, l'Assemblée des rabbins. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est à la demande de Rabbi Shaul ibn Danan, qui était grand rabbin du Maroc, et il a réuni tous les dayanim, tous les juges rabbiniques du Maroc, et ils ont mis sur la table les grands problèmes du judaïsme aujourd'hui. Et une des questions était l'héritage de la fille. Parce que dans la halakha pure et dure, une fille n'hérite pas. Et eux disent, mais aujourd'hui nous sommes en situation un peu différente. Si aujourd'hui on applique cette halakha pure et dure, mais on va nous prendre pour des barbares. Et donc ils ont fait une takana de Kahal, un décret communautaire, sur Yerusha Tabat, l'héritage de la fille héritera. Premier point. Deuxième point, j'ai vu dans une lecture vraiment comme ça, de Shabbat après-midi, dans un des livres de Rabbi Yosef Messas, Nachalat Avot, c'était des cours sur les maximes des pères que Rabbi Yosef tenait chaque Shabbat à Meknes. Peut-être que certains d'entre vous étaient là-bas, dans ces cours-là, ou vous, ou vos parents, mais on raconte que la communauté de Meknes arrivait 2-3 heures avant le cours pour avoir une place bien devant, parce que c'était plein. Et Rabbi Yosef raconte dans un de ses textes, vraiment au détour d'un commentaire qui n'avait rien à voir avec le statut des femmes, et Rabbi Yosef, de sa grande ouverture et sagesse, n'était pas un féministe au niveau idéologique du terme. Mais il raconte qu'il a vu dans un vieux livre que les femmes se levaient le matin, certaines femmes pieuses se levaient le matin, avant leur mari, partaient à la synagogue, une synagogue de femmes, mettaient le talit, lisaient dans la Torah, et ensuite elles repartaient à la maison pour réveiller monsieur et lui préparer le kawa. Il écrit comme ça. Vous voyez, donc en fait, on a des exemples. Là, on a des exemples de faits qui ne sont pas du tout usuels aujourd'hui, mais qui existent. On a dans la halakha la fameuse lecture de la Torah ou de la Megillah pour les femmes. Au niveau halakhique, ce sont deux sujets différents. Mais la halakha permet pour une femme de lire la Torah, de monter à la Torah. On n'a pas l'habitude de le faire, comme nous dit le Shulchan Aruch, pour des raisons de kvod hatzibur, d'honneur de la communauté. Mais au niveau halakhique, il y a de quoi faire. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est comme ça que ça a été classifié. On n'a pas l'habitude de le faire. Très bien, mais on a un sujet halakhique qu'il faut travailler. Et lorsqu'on a aujourd'hui une population féminine qui est intéressée à monter à la Torah,
alors il faut tout faire pour le mettre en place selon les règles de la halakha. Et là, je ne parle encore une fois que dans un cadre halachique, pardon, que dans un cadre, ce qu'on appelle orthodoxe. J'aime pas le terme, mais je ne parle pas donc de mouvements réformes ou conservatifs qui, eux, ont réglé le problème d'une façon différente. Ils ont réglé le problème. D'accord ? Mais dans le monde orthodoxe, il y a certains points encore à régler. Alors en Israël, c'est vrai que ce domaine-là, il est extrêmement avancé. Vous savez, on a des femmes érudites, énormément de femmes érudites, qui enseignent le Talmud, qui enseignent la halakha, dans ces fameuses midrashot. On a des minyanes de femmes. Il y a des minyanim où les hommes et les femmes montent ensemble. Et je parle de cadres qui se réclament de l'orthodoxie. Maintenant, évidemment, il faut être un petit peu sensible. Il ne faut pas partir dans une ville où ça n'existe pas et imposer ces choses-là. Mais si un public le réclame, le demande, alors il faut évidemment faire tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, les questions du guet, par exemple, les guets qui ne sont pas donnés si facilement, du divorce, là, au niveau halachique, on a un petit problème. Parce que la Torah, eh bien, demande que le divorce soit donné par l'homme. Alors, et ça, c'est une loi de la Torah, on ne peut pas la changer. Alors on peut dire c'est inégal, c'est pas juste. Et moi je crois qu'on peut le dire. Parce qu'on a des sensibilités humaines d'aujourd'hui. Quelqu'un qui ne le dirait pas, il se mentirait à lui-même. Ça serait absolument fou que quelqu'un ne donne pas le guet parce qu'il ne le veut pas. Et parce que la Torah lui demande. La Torah n'est pas là pour aider les pervers. C'est pas le but. Donc on a un problème à ce niveau-là. Mais il y a d'autres solutions halachiques qu'on pourrait mettre en place pour contourner cet interdit. Là, évidemment, on rentre de ce qu'on appelle des considérations, non pas halachiques, mais des considérations méta-halachiques. Non pas sur la halakha elle-même, mais sur les façons dont on doit réfléchir et mettre en place la halakha. C'est tout un domaine passionnant, donc méta-halakha, donc qui demande à réfléchir la halakha. Ma dernière question, parce que souvent je l'entends sur cette problématique-là, bon, tu as donné des exemples merveilleux en disant il y a déjà les références dans la halakha pour l'évolution du statut des femmes. C'est déjà que ce soit audible, cette chose-là, c'est déjà important, et que ça repose effectivement sur ce que demande un public, sur comment les rabbinim répondront à tout ça. Une question qu'on me pose souvent, et avec tristesse d'ailleurs, c'est de la part de femmes qui souhaitent dire le Kaddish. On sait que dans les communautés ashkénazes, des femmes peuvent s'associer à un Kaddish qui est dit à la synagogue, ou même dire le Kaddish s'il n'y a pas d'endeuillé, et le minyan répond Amen. Et il y a des sources halachiques à l'intérieur du monde orthodoxe. Qu'est-ce qu'il en est au niveau séfarade? Alors, sur cette question-là, c'est vrai que généralement, les décisionnaires qui sont ramenés sont des décisionnaires ashkénazes. Et moi, je dois dire, je n'ai pas besoin d'aller chercher les sources séfarades pour le permettre. Si des grands décisionnaires ashkénazes le permettent également. Et cette fois-ci, je dirais même quelque chose d'un petit peu, vicieux. Je dirais que si je trouve des décisionnaires séfarades qui ne le permettent pas, eh ben je me suffirai de décisionnaires ashkénazes, tout simplement. Parce que ce qui me mène sur cette question, c'est la volonté de répondre à quelqu'un qui veut faire le Kaddish, parce que c'est la façon dont elle veut exprimer son deuil, sa tristesse. Eh bien, la réponse est déjà là, on appelle ça une pétition de principe. Je connais la réponse, puis après je cherche comment y arriver. Mais dans le monde ashkénaze, encore une fois, on a depuis déjà 200-250 ans des textes très importants qui, certains disent, c'est interdit. D'autres vont dire, c'est permis, mais uniquement dans un cadre d'un minyan à la maison. Et d'autres vont dire, on peut le faire à la synagogue, mais attention au choix de la femme, ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des textes pour le faire. On a des textes, et aujourd'hui on a des rabbins, comme le rabbin professeur Daniel Sperber, qui est professeur à Bar Ilan, une sommité, eh bien, qui a écrit des livres, des articles sur ces questions-là. Voilà, nous arrivons au terme de notre heure d'échange. Je voudrais te remercier, Michael, et je pense que le public a apprécié. Voilà. De ces éclairages tout à fait pertinents, authentiques et référencés. Voilà comment je vous propose de procéder maintenant. Nous allons prendre 3 questions. Ensuite, tu y répondras. Et puis, on prendra 3 autres. Je pense qu'on a le temps pour 3 salves de 3 questions. Alors, les mains qui sont levées, donc, Oro, la première question. J'ai manqué un petit bout, malheureusement, quand vous parliez du droit des femmes à avoir une alia. Et je me demande si c'est dans un contexte d'un minyan de femmes ou un contexte mixte. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez mentionné, mais je l'ai manqué malheureusement.
D'accord. Alors là, dans la famille Garzon-Sarfati, on a deux. Choisissez un des deux qui va poser la question. Maurice. Alors, moi, j'avais plusieurs questions, mais une question qui est reliée au dernier, à la dernière présentation. Compter les femmes juives pour atteindre le chiffre de 10 pour pouvoir dire le Kaddish. C'est quelque chose qui existe chez les libéraux, les conservateurs, peut-être les libéraux en tout cas. Et je voulais savoir quelle est la position. C'est la première question. Est-ce que j'énonce les autres questions ou j'attends? Non, on va y aller avec ces questions-là, mais qui d'autre a levé la main? Robert, s'il te plaît. Est-ce qu'on pourrait, Mais fort. est-ce qu'on pourrait peut-être, c'est un peu utopique, mais se demander si le judaïsme de demain ne serait pas tout simplement un judaïsme point, sans parler de différence identitaire, c'est-à-dire un judaïsme, comme dirait Manito, hébraïque, avec les références à l'Afrique à tous les niveaux, sans spécifier la nature identitaire de ce monde rabbinique, ce monde de l'Allah. Je veux dire donc, sans référence séfarade ashkénaze? C'est ça? D'accord. Ou autre, on sait rien. Ok. Je vais prendre après les autres questions. On a le temps, là, vraiment. Alors, donc, la question sur l'alia des femmes de la Torah, la question sur est-ce qu'il existe minyan de femmes, et la question d'un judaïsme 1. Alors, pour la question des minyanes de femmes, alors le texte est clair dans la Mishnah. Il y a une Mishnah très claire qui dit Akol olim et minyan shiva, tout le monde monte au minyan Shabbat des 7, donc c'est Shabbat matin, même les femmes et les enfants. Donc c'est une Mishnah. La Mishnah, on ne peut pas trancher une Mishnah. Et ce texte-là a été ensuite repris dans le Shulchan Aruch et Motabo. Et le rajout est mais les femmes ne monteront pas à cause du fameux respect de la communauté. Et ce respect est compris comme étant, ça serait vraiment honteux pour le public masculin que quelqu'un ne sache pas lire et qu'une femme monte à la Torah et lise. Parce qu'à l'époque, quelqu'un montait à la Torah et lisait sa partie. C'était ça le fameux Kvod HaTzibur. Vous voyez, donc ce fameux rabbin Sperber dont j'ai parlé, lui dit, c'est généralement quand une communauté veut conserver ses hiérarchies et ses différences. Mais une communauté qui est prête qui ne se sent pas lésée parce qu'une femme monte à la Torah, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est plus les personnes qui lisent, mais c'est d'autres personnes. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui concrètement, est-ce que les minyanim doivent se faire mixtes ou pas? Alors, je parle d'Israël. D'accord? On a une communauté orthodoxe moderne dans le quartier de Baka, à Jérusalem, qui s'appelle Yedidia. Il y a 20 ans, 25 ans, cette communauté organisait des minyanim de femmes, qui montaient à la Torah, avec plein de questions halachiques. Faut-il faire la bénédiction pour monter à la Torah ou pas? Bon, mais elles organisaient ça, et c'était entre femmes. Et il y a, à la suite de ça, beaucoup aujourd'hui en Israël du minyan de femmes. C'est assez classique. Peut-être pas classique, mais c'est courant. Le terme est impropre, parce qu'elle ne compte pas comme minyan. C'est la deuxième question, je vais y arriver. Mais elles organisent entre elles une lecture de la Torah. D'autres communautés en Israël, comme Shira Hadasha, à la Moshava germanique, organisent une prière où on a un espace égalitaire qui est réservé, donc la même partie aux hommes et aux femmes, avec un voile qui sépare, et quand ils font la lecture de la Torah, alors c'est soit un homme, soit une femme qui monte et qui lit. Et eux, évidemment, s'appuient sur ce texte que j'ai ramené en disant « Nous sommes entièrement dans la halacha ». Texte dont la référence est dans le traité Megillah. Traité Megillah. Donc nous sommes entièrement dans la halacha. D'accord? Évidemment, certains vont dire « Vous prenez la halacha et vous la tirez à vos fins ». D'accord? Mais c'est un débat halachique. Mais c'est surtout des personnes qui veulent le faire et qui le font avec beaucoup de respect, beaucoup d'authenticité. Donc ça se fait dans le monde orthodoxe moderne. Mais c'est vrai que généralement ce sont des minyanes de femmes. Alors, premier point. J'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, merci. Alors maintenant, deuxième question, par rapport aux minyanes où compteraient également des femmes. Alors ça, c'est évidemment pareil. C'est-à-dire que si on a 9 hommes dans l'assistance et on a 350 femmes, on n'a pas minyan.
Et là, évidemment, on va dire, mais comment c'est possible? C'est pas possible, ça va à l'encontre du sentiment d'égalité. D'accord? C'est-à-dire que, quand il n'y a pas minyan, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer la prière. On va commencer la prière, mais on ne fera pas les parties qui sont considérées comme dvarim chez Bikdusha, qui demandent la présence de 10 hommes. Alors, je vous dis honnêtement, je ne connais pas dans la halakha de façon de contourner cela. Je ne connais pas. Le monde conservatif, lui, a écrit des textes de halakha, puisque le monde conservatif, pour ses tendances qui sont plus proches de l'orthodoxie, eh bien, s'appuie sur des textes de halakha. Il y a un texte de halakha très important du rabbin professeur David Golinkin, qui est donc le chef de file du mouvement conservatif en Israël aujourd'hui, un responsable qui est intéressant. Je vais maintenant en parler, mais je l'avais à l'époque analysé. Je ne suis pas convaincu. Je suis d'accord avec le sentiment d'inégalité, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas convaincu que ça marche, son argumentation à l'Afrique. Or, quand on veut faire des changements ou des évolutions, il faut bien faire attention, à mon sens, de rester quand même dans les 4 coudées de la halakha. Sinon, on perd la légitimité. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose? Parce qu'ici, nous avons souvent fait des conversations sur féminisme et judaïsme, mais en 2012, dans le cadre du Festival Séfarade, est venue Léa Chakdiel, qui est une grande figure du féminisme juif orthodoxe. J'aime bien dire juif orthodoxe, féministe, pour qu'on s'habitue à cette conjugaison qui semblait une hérésie il y a encore quelques années. Et donc, elle disait que là, il y avait beaucoup d'avancées dans tous les domaines. Le texte que tu citais de Megillah, de Gvod, qu'est-ce qui empêche ça? C'est le Gvod à Tzibour, comme tu l'as expliqué. En judo-arabe, on dit, c'est la Rchouma, si une femme monte pour lire la Torah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme qui pourrait lire. On voit que cette conception peut être dépassée, et le rabbin Sperber oppose à ça le Gvod à Briot, le respect des créatures. Et donc, autant il y a quelques avancées parfois, elle disait, là on arrivera, pour l'instant on n'a pas de solution, c'est de dire que 10 femmes peuvent faire un minyan. Il me semble que d'un point de vue halachique, pour la 10e, il y a quelques parfois permissivité que ça puisse être une femme, tu me le diras. Il y a un terme qui porte à confusion, et je terminerai sur ça. Quand on parle dans le monde moderne orthodoxe, Maurice, de partnership minyan, c'est-à-dire de femmes qui participent au minyan, ça ne veut pas dire qu'elles complètent le minyan, ça veut dire qu'elles participent au minyan, soit en menant certaines prières, et pour certains ça s'arrête à la lecture de la Torah, pour d'autres Kahal qui ont décidé que oui, je parle toujours dans le monde orthodoxe, d'autres Kahal qui ont décidé que oui, il y avait un consensus au sein de leur communauté, les femmes peuvent monter à la Torah, mais comme l'a dit Michael, à ce moment-là, comme dans les Didia, moi j'ai assisté à ça, quand des femmes voulaient monter à la Torah, alors elles allaient dans une pièce à côté de la synagogue, c'était pour une bat mitzvah, et la jeune fille montait à la Torah, mais il y avait des hommes qui assistaient à ça et qui étaient derrière la Mechitza, ce qui m'a un peu, moi personnellement, choqué pour savoir ce que c'est que d'être derrière la Mechitza. Donc, ce sont des aménagements qui se cherchent. Et quand Michael dit c'est méta-halachique, il faut entendre, c'est une dimension sociétale. Là, et c'est ma conviction, et je voudrais l'exprimer, qui fait que je reste, moi, dans le giron orthodoxe en tant que juif traditionnaliste, la halakha juive, la loi juive, dans mon sens, dans sa grande sagesse, a donné suffisamment de points de référence et surtout une marge de manœuvre en disant, vous savez, pour certaines choses, ça va dépendre de vous, de ce que vous souhaitez, de ce que les hommes et les femmes sont prêts à faire. Donc ça nous renvoie à la responsabilité communautaire. Propos qui ne sera jamais tenu par la halakha sur la cache-route. Tu peux monter et descendre, tu ne mangeras pas, et je sais que tu n'en as peut-être pas l'envie, des calamars. Bon, mais là, il n'y a aucune marge de manœuvre. Mais en ce qui concerne le statut des femmes, et c'est une grande sagesse que nous avons, encore faut-il en user. Et pour en user, il faut connaître les textes, et il faut aussi mettre la conversation à l'agenda des synagogues. Donc ça renvoie à notre responsabilité. Encore un point que j'aurais voulu rajouter. Alors dans ces synagogues-là, dans certaines synagogues, où on ne compte pas les femmes dans le minyan, il y a quand même une volonté de ne pas commencer la prière tant qu'il n'y aura pas 10 hommes et 10 femmes. C'est une façon en fait de contourner la question halachique, mais de dire on est conscient quand même de l'égalité qu'il faut introduire. Je pense que c'est très important, mais je le répète encore une fois, moi je pense foncièrement que ce sont des changements, des avancées. Moi je suis persuadé qu'il faut aller dans ce sens-là. Et après on réfléchit en termes de stratégie, comment on fait une révolution. Est-ce qu'on crée des petits groupuscules qui sont un petit peu au début dans les marges, et puis après peu à peu vont arriver au centre.
peut-être que c'est une stratégie, il faut réfléchir à cette stratégie. Et moi, je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là. Mais pour autant, je ne suis pas pour obliger tout le monde à y aller. Il y a des synagogues, et essentiellement, la question qu'il faudrait poser, en fait, Sonia, c'est sfaradité et féminisme. Est-ce que la communauté séfarade, qui est souvent perçue comme étant beaucoup plus patriarcale, donc beaucoup plus hiérarchisée, en tout cas dans le cadre synagogal, peut intégrer une dimension féministe? Ça, c'est une question. Et je pense qu'on a, sur ce côté-là, deux réponses. Première réponse, comme je l'ai dit, sociologique. Si la communauté le souhaite, alors il faut aller par là-bas. Et deuxième réponse, si on a des textes de halakha séfarade qui, sur ces points-là, permettent, de façon beaucoup plus cool, ces avancées-là, alors il faut s'en aider. Et je dois vous dire que la halakha séfarade, sur beaucoup de points, c'est vrai qu'elle permet aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut la retrouver, elle permet eh bien, la tenue d'une vie juive avec moins d'angoisse, moins de stress, moins de lourdeur de la loi sur nous. D'accord? Peut-être que je vais énoncer ça avant la prochaine question. Il faut répondre à la question de Robert sur... Oui, oh là là, c'est très important cette question-là. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps d'arriver à un judaïsme où on arrête de se référencer aux origines ethniques? Moi, je pense que oui. Et Israël est une preuve qu'on va arriver là-bas. Mais arriver à cette situation-là, ça veut dire savoir conserver les différents avis et les différentes cultures. Moi, je dis à mes élèves rabbins, je leur dis, quand je vous parle de halakha séfarade, c'est pas quelque chose d'ethnique. Je ne veux pas vous donner quelque chose... C'est-à-dire que quelqu'un peut être rabbin ashkénaze et participer, parce que si c'est bien pour tout le monde. Et si c'est pas bien pour tout le monde. Donc, quelque part, ce sont des outils qu'on doit utiliser, qu'on doit donner, faire avancer pour tous. Mais, encore une fois, la véritable unité ne vient pas annuler la diversité. Le fameux rabbin Ben Amosek de Livourne avait cette phrase qu'il citait toujours en latin: on a l'unité dans la diversité, dans la pluralité, et la pluralité dans l'unité. C'est-à-dire qu'il faut arriver à conserver, évidemment, d'arriver à une unité qui n'efface pas les différences. Aujourd'hui, on fait semblant d'arriver à une unité, surtout dans le monde sioniste religieux, en parlant du peuple, mais de ce peuple-là, on a exclu, un peu comme chez les Grecs, vous voyez, pas mal de publics. Donc on est encore en avant, on est encore en chemin, mais je pense que c'est en effet, il faut arriver à ça. Il faut arriver à ce qu'un rabbin ashkénaze, ou même pas un rabbin, quelqu'un du peuple dise, tiens, on a lu quelque chose de tradition séfarade, c'est passionnant, et également, au contraire, il faut arriver à ce qu'on ait une culture juive qui soit indifférenciée. On va prendre une troisième... Oui, monsieur, une troisième question. Vas-y. Oui, j'ai lu récemment qu'il y ait une Bennett, qui est ministre de l'Éducation, qui a introduit le judaïsme dans les écoles laïques israéliennes. Okay. J'ai entendu dire que le judaïsme qui est futur en Israël devrait être un judaïsme séfarade, où les tensions seraient beaucoup moins accentuées. Quoi. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, Sam. D'abord, Rav Michael, je voulais vous dire que le cas de Nav Shalom a beaucoup apprécié votre Torah hier. C'était vraiment bien fait. J'ai lu quelque chose dans comment dirais-je, une entrevue que vous avez eue, et vous avez dit que vous êtes devenu Chaver Kibbutz, à Sde Eliyahu, que je connais d'ailleurs, un très beau kibbutz, pour vivre votre judaïsme et votre religion avec simplicité. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, ça s'instaure aussi dans la simplicité autour de nos rabbins, ainsi de suite. Ma question est la suivante. C'est autour de Tzahal, autour des militaires. Vous avez parlé un petit peu que les juifs ultra-orthodoxes cachent le fait qu'ils veulent aller à l'armée. Je trouve ça très difficile à accepter, mais comment leurs parents, leurs grands-parents réagissent à ça aujourd'hui, que ça prend une défense, il faut défendre l'État d'Israël, on n'a pas le choix. Comment ils réagissent, ces gens-là, lorsqu'il y a une bombe, lorsqu'ils voient Tzahal, lorsqu'ils voient les militaires surveiller le mur des lamentations et tout ce qui est en Israël? Comment ils réagissent à tout ça? J'aimerais ça.
Monsieur? Oui. Oui. Oui, bonjour. On va peut-être un peu déborder la question religieuse, mais aborder dans le cadre de la loi sur l'État-nation. J'aimerais avoir vos perspectives sur les implications de cette loi, et des futures relations entre les valeurs nationalistes et religieuses d'Israël et la démocratie et le respect des droits des individus. Comme vous le savez, il y a plusieurs experts qui pensent que le cadre constitutionnel d'Israël a été maintenant débalancé en faveur des lois de l'aspect juif aux dépens de l'aspect démocratique. Oui. Alors, en particulier, quelles sont les implications sur les relations entre juifs orthodoxes et juifs non orthodoxes, entre juifs et arabes, les implications pour le monde du LGBT, par exemple. Voilà. Merci, monsieur. Je voudrais à cet effet vous dire que dans le prochain LVS, qui va sortir en décembre, Elias Lévy a fait un entretien sur cette loi de l'État-nation avec deux universitaires. Denis Charbit, que vous connaissez, qui est déjà venu, qui représente la tendance de gauche, et Emmanuel Navon, qui représente la tendance de droite. Et évidemment, quand la loi sur l'État-nation a été votée, en discutant avec Elias, on s'est dit on va attendre un peu que la poussière tombe, parce que ça a été voté, je pense, cet été, et on va essayer de discerner un peu, on fera un entretien qui nous apportera des outils au public. Et c'est vrai, je vous le recommande d'avance, c'est un excellent entretien qui va vous donner des avis diamétralement opposés sur cette loi, à telle enseigne que, en sortant de l'article, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'avais beaucoup d'éléments, je veux dire, décisifs d'un côté comme de l'autre. Alors, pour la première question, concernant Bennett et le judaïsme séfarade, alors, c'est vrai que... Qui a posé la question? Voilà. Alors, concernant cette question-là, il faut dire que le judaïsme séfarade était absent du cursus scolaire. Alors qu'en Israël, on a quand même environ 70% de personnes qui se définissent comme traditionnalistes et qui sont, pour beaucoup, issus du monde séfarade. Ce sont des personnes qui arrivent le matin à l'école et qui ont une identité donc traditionnaliste, pour qui les signes extérieurs de judaïté ne sont pas ceux que la halakha préconise toujours. Par exemple, ils ne marchent pas avec une kippa nécessairement. Ah, parce qu'il y a une kippa, qu'on est plus religieux. Ils n'ont pas non plus de tzitzit à leurs habits. Ce n'est pas une obligation. Au niveau halakhique, on n'a pas d'habits de 4 coins. Et ils arrivent à l'école et on leur enseigne le judaïsme, qui n'est pas du tout un judaïsme qu'ils connaissent, eux. Quand par exemple un enfant arrive le matin en retard à l'école, et puis il dit « je m'excuse, j'ai pas beaucoup dormi ». Mais c'est pas bien, mon petit. Oui, mais j'ai pas dormi parce qu'il y a notre grand-mère qui habite à la maison et je m'occupe d'elle. Ça, c'est énorme, ça, c'est grand, ça. Ça, c'est un judaïsme concret, véritable, vous voyez. On s'occupe des anciens. Mais dans le cadre de l'école et de son étude juive, eh ben, il ne va pas rencontrer ce discours du tout. Il va uniquement rencontrer d'autres discours qui sont moins nuancés. Il ne va pas non plus entendre parler, jusqu'à il y a quelques années, d'héros culturels du monde séfarade. Il va entendre parler de rabbins, de penseurs, mais pas du tout du monde séfarade. Et donc il y avait en effet quelque chose qui n'était pas équilibré. Il y a eu la fameuse commission Bitton, Vadat Bitton, qui a été mandatée pour justement réfléchir à l'introduction du judaïsme séfarade dans le cadre des études scolaires. Maintenant, parce qu'il faut réparer les injustices et les déséquilibres, et deux, en effet, parce que ce judaïsme-là, traditionnaliste, eh bien, convient à bien plus de juifs en Israël, et donc doit être celui qu'on amène devant tous. Vous voyez, je pense que c'est très important, parce que c'est pas uniquement savoir c'est quoi Adafina et c'est qui Baba Salé. Et ça, dans le fond, moi je m'en fiche. C'est bien parce que c'est des... Je m'en fiche. J'aime la Dafina, je le dis tout de suite. Hein. Je ne pas non plus... Mais c'est pas pour moi l'élément essentiel de la culture séfarade. Mais par contre, que quelqu'un sache que dans le judaïsme, eh bien, ce qui est important pour nous,
c'est d'être heureux et d'avoir un judaïsme agréable. Ça s'appelle en hébreu les rachea darkei noam, les voies de la Torah sont agréables et qu'il faut œuvrer pour que tout reste agréable et pas lourd. Ça c'est important, et ce judaïsme séfarade qui va arriver dans les écoles va et pourra peut-être faire quelque chose de grand. Parce que je vous rappelle que malheureusement dans les écoles aujourd'hui, du mamlarti, donc laïque, alors on enseigne en effet des fois le Tanakh, enfin on enseigne toujours la Bible, parce que c'est une matière au bac, mais on enseigne d'abord avec des méthodes de critique biblique. En soi, moi j'ai pas de problème à ça. On amène à côté de ça également les autres voies qui parlent de la Torah comme message spirituel. Mais le problème c'est que les jeunes israéliens, quand ils vont apprendre la Bible, le Tanakh, ne vont pas pour autant aimer ça. Ils vont même certaines fois développer un antagonisme par rapport à ça. Donc ils n'ont pas un judaïsme qui leur plaît. Moi je crois que le judaïsme séfarade peut leur plaire, mais pas que. Il faut connaître toutes les voies du judaïsme ancien et contemporain. Vous voyez, donc je pense que c'est une bonne chose, et Bennett pour ça a marqué un bon point. Je le dis d'avance, c'est pas lui qui a pensé à ça. Hein. C'est pas le premier. Non, ça veut dire que, vous savez, en politique, on aime bien s'attribuer les réussites. Mais c'est pas le premier qui a pensé à ça. D'ailleurs, bon, c'est pas la peine d'en parler. Alors, deuxième question. Alors d'abord, je note la présence de Sde Eliaou, le kibbutz, la vie au kibbutz, qui est une expérience incroyable. Le kibbutz religieux, et le kibbutz en général en Israël, est une construction ashkénaze, totalement ashkénaze. Et je me suis rendu compte, après avoir vécu 12 ans en kibbutz, qu'en fait, les principes fondateurs du kibbutz religieux, je n'ai compté 6, sont communs au monde séfarade. Sociologiquement, ils ne se regardent pas, séfarade et ashkénaze, kibbutz nekim, mais au niveau idéologique, il y a une grande proximité. Je donnerai 2 exemples. On a 2 rabbins qui ont écrit 2 doctorats sur le Rav Ovadia Yosef et qui s'intéressent aujourd'hui au niveau de la recherche au monde rabbinique séfarade, et les 2 sont ashkénazes. Le Rav Beni Lao et le Rav Ariel Picard. Et bien ces 2-là ont été pendant plus de 10 ans rabbins de kibbutz religieux. Et je pense que leur volonté de connaître le monde séfarade leur vient justement de cette intuition d'un judaïsme communautaire comme au kibbutz, social comme au kibbutz, quelque chose d'extrêmement familial. Alors, au niveau de Tzahal, comment réagissent les parents des soldats? Alors, évidemment, moi, à cette heure-ci, j'ai mon fils dans une unité d'élite à Tzahal. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, je ne peux pas le savoir, il ne le dira jamais. Mais personnellement, je ne peux pas du tout intégrer l'argument qu'on peut me rétorquer en me disant pourquoi il va à l'armée et qu'il parte à la yeshiva. On va également protéger le peuple juif en étudiant la Torah au même titre qu'on va à l'armée. Eh bien moi, je ne peux pas entendre un truc comme ça. Ça me révolte. Parce qu'il n'y a absolument rien à comparer entre quelqu'un qui est sur le terrain, qui risque sa vie, et quelqu'un qui est assis au chaud sur un siège dans la yeshiva. C'est même de la chutzpah. C'est honteux de dire un truc comme ça. Vous voyez? Donc en vérité, des parents qui réagissent mal, il y en a des parents qui réagissent mal. Ils devraient être fiers. Mais socialement, ils ne peuvent pas. Parce que le monde haredi est une société fermée, qui s'ouvre peu à peu, mais c'est une société fermée, et on doit faire patte blanche aux voisins pour justement montrer qu'on a encore du groupe. D'accord? Mais concrètement, aujourd'hui, on a de plus en plus de recherches et d'interviews qui montrent que les jeunes du monde haredi veulent partir à l'armée. Ils veulent participer. Alors, ils demandent évidemment des aménagements, des unités uniquement masculines, avec des prières qui vont... Ok, très très bien. Et beaucoup aujourd'hui vont dans le fameux Nahal Netzach Yehuda, l'unité où il y a plus de religieux. C'est très bien. D'accord? Moi, je pense foncièrement que dans ces choses-là, peu à peu, le monde ultra-orthodoxe rejoint Israël. Il rejoint les obligations, ils vont revenir, ça prendra un peu plus de temps que ce qu'on pensait, mais c'est pas grave. Je me rappelle quand le député Yair Lapid est rentré en politique, il est parti faire une conférence à Kiryat Ono, dans le collège académique qui enseigne le droit à un public ultra-orthodoxe. Et il leur a dit la chose suivante, il leur a dit, écoutez, il y avait donc des centaines d'élèves, uniquement ultra-orthodoxes, des hommes, il leur a dit, écoutez, vous êtes comme Spider-Man. Vous êtes les plus forts. Vous êtes les plus forts. Vous avez une force énorme. Mais attention, à grande force, grande responsabilité. Parce que il a dit, moi et mon père, donc son père c'était le fameux Tony Lapid,
Tommy Lapide, donc un juif laïque et anti-religieux, on le présentait comme ça en tout cas, il disait, moi, pour nous, et c'est comme ça que j'ai été éduqué, vous étiez voué à disparaître. Vous devez disparaître. Vous faites partie d'un monde ancien, vous êtes comme un zoo, comme ça, et puis on vous garde, mais un jour vous allez disparaître. Et aux surprises, vous êtes encore là. Et non seulement vous êtes encore là, mais vous êtes nombreux, et j'ai l'impression, malheureusement pour moi, dit-il, que vous allez rester. Alors je dois vous dire que vous avez des grandes forces dans votre société. Et c'est vrai qu'on rentre à l'intérieur de la société Haredi, il y a une unité, une solidarité incroyable. Par exemple, on peut prendre l'un de l'autre tout ce qu'on a besoin. Il y a des qu'on appelle le gmar. Vraiment, les gens se prêtent des choses. Et donc il leur a dit, vous êtes forts, maintenant vous devez vous désectariser. Vous devez prendre vos forces et les poser pour toute la société israélienne. Et là, vous allez voir qu'on va enfin voir votre force et ce qu'est capable de faire le judaïsme quand il n'est pas uniquement gardé d'une façon sectaire, mais il est partagé par tous. Et donc cette considération-là, évidemment, elle est importante. Mais à côté de ça, on a deux processus. On a le processus d'intégration du monde haredi à la société israélienne, et on a un autre processus, malheureusement, qui est un processus d'opposition à tout ce qui est dit de la part du monde haredi. Stratégiquement, c'est une erreur, à mon avis. C'est une erreur. Il faut laisser les choses se faire, et au bout du compte, on n'a pas le choix, vous savez, parce que concrètement, on a besoin d'avoir un PIB assez élevé quand même. On ne peut pas se permettre le luxe d'avoir des gens qui restent à la yeshiva et qui n'ont pas à l'armée. Sinon, c'est la fin d'Israël. D'accord ? On a 17% de travailleurs en Israël, 17% qui ne peuvent pas rester uniquement entre eux, et ils ne resteront pas entre eux uniquement. Ils ont besoin de vivre, de travailler. Alors, une question sur l'État-nation, et ensuite on va prendre une dernière question, parce que ça va faire bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Oui, bien sûr. Alors, pour l'État-nation, moi je dois dire que ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre pourquoi on posait la question. Et j'ai posé cette question à plusieurs amis qui s'opposaient à cette loi en la qualifiant d'antidémocratique. Et moi, je peux comprendre qu'on est pour ou contre une loi, et je dirai dans quelques secondes ce que je pense à ce niveau-là, mais je ne comprenais pas pourquoi la qualifier de loi antidémocratique. C'est une loi qui est passée à la Knesset et pas besoin de tergiverser. Donc c'est pas antidémocratique puisque ça a été voté. Vous allez me dire, il y a des régimes totalitaires. Bon, la Knesset n'est pas un régime comme celui-ci. Donc je ne crois pas que c'est une loi antidémocratique. Mais moi, je pense qu'au niveau du contenu de la loi, j'adhère entièrement avec le contenu de la loi. Oui, Israël est l'État-nation du peuple juif. C'est quelque chose qui a toujours été, qui a fait le consensus de la position sioniste, et moi j'adhère entièrement à ça. Mais ce qui me dérange, c'est ce qui n'est pas marqué dans la loi. Il y a deux choses qui me dérangent en vérité. Il y a le fait qu'on n'a pas mentionné au début que l'arabe était une langue nationale. Or, on ne peut pas, on va dire, ignorer une population et sa culture, donc il faut en parler, il faut l'écrire. Alors, les gens qui n'étaient pas d'accord ont dit, mais on a déjà d'autres lois, la fameuse loi sur le respect fondamental de l'homme, Kvod Adam et Cheruto, c'est déjà inscrit là-bas, c'est pas la peine de le réinscrire. Eh bien oui, c'est encore une ligne, et ça évite de causer des problèmes. Et deuxième point, il y a quelque chose également qui m'a dérangé, c'est le fait de vouloir dire des choses qui fâchent. C'est comme si je vous dis, vous savez, si vous venez prier dans une communauté orthodoxe, mesdames, chères dames, on ne va pas vous compter au minyan. Et puis vous n'allez pas monter à la Torah. Et puis, si vous voulez parler, on ne va pas vous donner la parole. Et puis, si vous voulez, ainsi de suite. Mais tout le monde sait que c'est comme ça aujourd'hui dans les communautés orthodoxes. Alors pourquoi le dire? Alors pourquoi fâcher? Pourquoi dire des choses qui fâchent? D'accord? On ne le dit pas, c'est tout. On le garde sous silence, on espère que les choses vont évoluer. Mais c'est pas la peine de mettre donc sur la scène publique des choses qui fâchent. Mais foncièrement, moi dans le fond, je pense vraiment que c'est important alors, de le dire. Alors certains ont rétorqué, évidemment que c'est l'État-nation du peuple juif. Pourquoi le dire? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de loi qui a été votée encore sur ce niveau-là, et il faut le dire. Maintenant, quelles sont les positions? C'est vrai, ça a fâché une grande partie du public arabe en Israël. Alors, et c'est bien que ça les ait fâchés. Il faut dire pourquoi. Parce que quelqu'un qui se fâche, ça veut dire qu'il va être partie prenante. Et moi, je suis content que le public israélien arabe veut être partie prenante de la chose Israël. Je veux qu'ils soient là-bas. Ce sont des citoyens au même titre que moi, aucune différence au niveau de la citoyenneté. On devrait avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, absolument. Et on doit travailler encore à ça, on n'est pas encore arrivé là-bas.
à cause du conflit, mais on doit arriver là-bas. Mais ceci dit, c'est important que certaines fois, le public arabe israélien entende que c'est le pays, nation, l'État-nation du peuple juif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Vous savez, j'aime bien dire la chose suivante. La présence d'un autre peuple sur la terre d'Israël, ce n'est pas un fait nouveau. Qu'on considère un peuple avec un âge de 50 ans, 120 ans ou 3000 ans, on s'en fout, c'est un peuple qui est là quand même et qui se réclame le droit de peuple. C'est pas un fait nouveau, vous savez, parce que quand Abraham a reçu la promesse de la terre, de la part du bon Dieu, il est arrivé en Israël, il arrive sur la terre d'Israël. Moi, si on m'avait dit, je te donnais une terre, j'aurais fait des plans de business, où est-ce que je vais construire, tout ce qu'il faut construire. J'aurais déjà imaginé mon empire sur cette terre. Alors Abraham arrive, et la phrase que dit la Torah, Vaknaani Azba'aretz. Et le Cananéen était en Israël. Donc c'est pas nouveau comme problématique. Vous connaissez le Rachi sur ça, comme c'est un Rachi qui dit qu'ils n'avaient rien à y faire. Ils n'étaient pas des descendants de Shem dans le partage. Bon, mes amis, on prend encore des questions, mais je vais te demander de répondre succinctement parce qu'on arrive au terme. Alors, je vais prendre toutes les questions. Elias. Merci beaucoup, Rabbin Ben Admon, pour ces réflexions très stimulantes. Il y a un problème aujourd'hui en Israël qui est devenu quasiment un problème d'ordre identitaire. C'est celui des conversions. C'est un problème parce que c'est le grand rabbinat qui a la main mise sur tout ce qui concerne le dossier des conversions. Et vous avez aujourd'hui à peu près 250 000 olim ou enfants d'olim russes. Lorsqu'ils étaient en Russie, dans l'ex-Union soviétique, on les considérait comme des juifs. Aujourd'hui, on les considère comme des goyim. C'est le terme qu'emploient certains rabbins en Israël. C'est un problème énorme parce que ce sont des centaines de milliers de Russes qui sont pleinement intégrés dans la société israélienne. Ils font l'armée. Aujourd'hui, ils sont poussés, même certains d'entre eux que j'ai interviewés, vers ce que les rabbins exècrent, c'est le concubinage. Parce que c'est un problème identitaire énorme qu'a dénoncé. C'est la raison pour laquelle il a été, on peut employer le terme excommunié et fustigé, quelqu'un qui est mon interlocuteur pour les questions orthodoxes en Israël, que vous devez connaître, qui s'appelle le rabbin Chaim Amselem, qui est un érudit, descendant d'une lignée prestigieuse rabbinique d'Algérie, plusieurs traités de halakha, et il s'est fait traiter quasiment du nouveau Spinoza juif. Alors je voudrais savoir quel est votre regard sur ce problème qui est vraiment un problème gravissime, identitaire, sur le plan halachique. C'est un dossier qui ne bouge pas du tout, et quand ces soldats ils meurent, les Russes, ils ne peuvent pas être enterrés dans des cimetières juifs, on les enterre à l'extérieur des cimetières, et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment désolant pour une démocratie comme Israël. Je voudrais avoir votre point de vue. Merci Elias, merci. Perla? Oui. Bonjour, monsieur le rabbin Ben Admon, et merci infiniment. Moi, j'aimerais avoir votre regard sociologique sur deux aspects d'Israël qui moi, m'interrogent. Quand on pense à tous ces haredim, ou tout simplement des juifs très pratiquants, qui deviennent soldats, et de temps en temps, on voit que les médias favorisent ces images de soldats dans leur talent, en train de faire la prière sur les champs de bataille, etc. Et pour moi, c'est juste une analyse je dirais, qui m'inquiète. C'est que je me dis, oui, on veut que tout le monde soit égal en face vis-à-vis de la défense d'Israël. Mais il y a des déséquilibres démographiques et puis aussi des déséquilibres au niveau des convictions, de la force des convictions. Et une population même minoritaire avec des convictions aussi fortes que dans le milieu orthodoxe, est-ce qu'elle n'est pas susceptible de déséquilibrer l'armée au point d'introduire l'élément religieux dans une armée, alors que l'armée, elle doit être absolument indépendante des pulsions religieuses et des pulsions politiques. L'armée, elle obéit normalement, elle doit avoir cette vocation d'être obéissante, qu'elle doit obéir à un leadership qui n'est pas lié à la religion. Merci Perla. Jean-Claude? D'abord, je tiens à vous remercier, comme bien d'autres ici, d'une conférence extrêmement intéressante. Un commentaire et une question. Le commentaire par rapport à la notion
de pluralité et d'unité. Il y a une devise américaine que je crois avoir vue pendant un certain temps sur la monnaie. En latin, c'est E pluribus unum, c'est-à-dire dans la pluralité, l'universalité. Maintenant, ma question, elle traite de la continuité du changement, la tradition et la réforme, et de la réforme et des takanot. Alors, la question, c'est dans quel cas la takana n'est pas l'élément pernicieux de la réforme. Alors, le rabbin Ben Admon va répondre à ces questions sur des conversions, sur... J'ai bien noté? Tu les as notés. Alors, vas-y. Alors, concernant la conversion. Alors, moi, j'étais en Israël pendant 10 ans, très actif dans le monde de la conversion, et j'ai même monté un programme indépendant de préparation à la conversion, et je travaillais avec le Beit Din de Tel Aviv, et donc là, je me suis beaucoup intéressé à ça, et c'est un point, en effet, qui me fait mal également. On parle de 400 000 personnes aujourd'hui, plus que 200, on parle de 400 000. Le rabbin Amsalem m'a dit, on parle de 400 000 personnes. Alors, je vais vous dire, il y a tellement à dire sur cette question-là. Dans le fond, la question de principe est de savoir si la conversion, c'est adhérer au peuple ou c'est adhérer à la Torah. Est-ce que lorsque je rentre dans le peuple, est-ce que lorsque je veux devenir juif, je deviens membre de l'ethnos, ou alors je rentre et je deviens pratiquant? Plus ou moins, mais en tout cas, c'est à ça que j'adhère. Moi, ça me paraît évident, dans les textes de Talmud et de Halacha, que la conversion est avant tout une adhésion au peuple. On apprend beaucoup des lois de la conversion, de l'histoire de Ruth et Naomi, et Ruth dit à Naomi, je ne veux pas te quitter, Amer Ami, Ve Elokair Elokai, ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Et un des rabbins importants, Rav Uziel, dont on a parlé aujourd'hui, disait, c'est pas uniquement un propos rhétorique, c'est vraiment la dimension de la conversion. On rentre d'abord dans le peuple, et ensuite on rentre dans la religion. La différence, elle est très simple. C'est que si je rentre dans le peuple mais que je ne suis pas pratiquant, je suis juif. Alors que si je rentre dans la religion mais je ne rentre pas dans le peuple, a priori, je reste juif. Et il y a un texte du traité Sanhedrin dans le Talmud très important qui parle du statut d'une personne qui s'est convertie, qui a appliqué la Torah, et puis après a tout rejeté. Et ce texte-là, il est très classique parce qu'on le prend généralement pour dire qu'un juif reste toujours un juif. Israël, afalpi shechata, Israël ou un juif, même s'il a fauté, il reste un juif. Et on oublie de dire que ce texte-là a été dit sur quelqu'un qui était converti et qui ensuite a rejeté la pratique. Il reste juif. Vous voyez, c'est bien que la dimension du judaïsme est avant tout sociale. Il y a eu un livre très important qui a été écrit par un de mes maîtres, le professeur Avi Sagi, sur cette question-là, analyse halachique très très poussée de la littérature concernant la dimension ethnique ou la dimension religieuse. Et moi, j'ai été convaincu, véritablement convaincu. Le Rav Chaim Amsalem a fait un travail incroyable, mais malheureusement, personne, ou très peu de personnes l'écoutent en Israël aujourd'hui. Lui, il prône justement des conversions rapides, massives, en disant, en Israël, les personnes parlent hébreu, elles sont intégrées, et demain, les personnes qui sont en Israël, israéliens, et plus israéliens que beaucoup, qui vont à l'armée, qui risquent leur vie, eh bien, vont se marier avec nos enfants. Et il a la phrase suivante qu'il dit souvent. Vous savez, en matière de halakha, on diffère deux situations. On a le din, c'est-à-dire la loi. On a la khumra, c'est la vie rigoureuse. Et on a la kula, c'est la vie plus cool. Et alors, il dit la chose suivante. Je vais le dire en hébreu pour après le traduire mieux. Il dit Mishe machmir begiur, mekel benesuet ha'arovet. Ou Mishe machmir benesuet ha'arovet, mekel begiur. C'est-à-dire, celui qui est plus rigoureux en matière de conversion, il demande vraiment à un converti d'être rabbin, de savoir plein de choses, et puis d'être sous la loupe, et bien cette personne-là,
eh bien, il est très cool en matière de mariage mixte. Mais par contre, celui qui est plus cool en matière de conversion, eh bien, sera plus rigoureux en matière de mariage mixte. Vous voyez? C'est-à-dire que quelque part, il y a un choix à faire. Le choix à faire, c'est qu'on veut conserver en Israël une majorité juive, mais pas uniquement pour des raisons politiques, également parce que foncièrement, quelqu'un qui partage le sort du peuple juif, qui vit avec le peuple juif, qui a des descendants, qui est descendant de juifs, en effet, alors doit absolument rentrer dans le peuple juif plus rapidement. Moi, ce que tu as dit, je suis d'accord. Je me rappelle pendant 10 ans à Ain Nativ, à l'Ulpan de conversion qui existe encore d'ailleurs, qui avait été fondé par le Rav Eli Kahn, les Zichrono Livracha. On avait des personnes qui arrivaient de France et qui nous racontaient comment le Beddin, les Batédines de France, les ont repoussés. Et eux arrivaient en disant, chez les Juifs, on n'est pas Juif, d'accord? Et chez les non-Juifs, on est Juif. Et c'était une situation terrible. J'aimerais dire que le Rav Amsalem a fait quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il veut réhabiliter le Rav Yechia ben Laroche. Si vous avez entendu parler de ça, le Rav Yechia ben Laroche, c'est un rabbin, le rabbin de Kenitra, au Maroc, et qui était celui qui était en charge des questions de conversion au Maroc. Et tous les grands rabbins du Maroc lui ont envoyé à lui les conversions. Il a fait des milliers de conversions. Et tout était évidemment selon la halakha. Et il disait, notre but, c'est d'enrayer l'assimilation. C'est ça le but de la conversion, c'est d'enrayer l'assimilation. Et lorsque quelqu'un arrive avec un ou une personne non juive, eh bien, il faut vérifier non pas ce qui se passe maintenant, mais voir ce qui va se passer dans 2-3 générations. On va avoir des personnes qui vont être tiraillées entre deux identités, des personnes qui voudront peut-être revenir au judaïsme, mais ils ne pourront pas le faire, parce que ça va être difficile. Et on doit donc les accepter maintenant. Et ils fondent ça en halakha. C'est passionnant la façon dont ils le font dans la halakha. Il a sorti un livre de ce rabbin, là, Yechia ben Laroche, avec toutes ses correspondances avec le monde juif. Ce rabbin était unanimement accepté. Et son principe de base était, comme l'écrit Rabbi Yosef Messas dans ses écrits, chez nous, au Maghreb, on accepte tout le monde. Toute personne qui vient pour se convertir, on l'accepte. C'est comme ça que Rabbi Yosef Messas écrit. Et il s'est passé quelque chose dans l'histoire rabbinique du Maroc. C'était dans les années 80. Je vous rappelle que dans les années 80, le grand rabbin en France était le grand rabbin Sirat. Un grand homme, qui est à Jérusalem aujourd'hui, un peu fatigué. On nous souhaite Refoua Shlema. Et cet homme-là, en fait, était grand rabbin. Et il a eu le fameux cas Rothschild. Quelqu'un de la famille Rothschild voulait convertir une jeune fille. Le Bedin a refusé. Et ils ont envoyé... Enfin, ils leur ont dit, ici, vous ne pourrez pas convertir rapidement. Ils sont donc partis à Kenitra, chez le rabbin Ben Arosh. Le rabbin Ben Arosh les a convertis, fidèles à ses principes de halakha extrêmement sérieux, et ensuite ils sont venus, ils ont dit, c'est qui ce rabbin de quartier, de Kenitra, qu'on ne connaît même pas, qui convertit des gens derrière le dos des rabbins et des tribunaux rabbiniques locaux, et à la suite de ça, le grand rabbin Ernest Guggenheim, qui était à l'époque le président du tribunal rabbinique, a écrit une lettre au grand rabbin Ben Arosh et lui a dit, monsieur Ben Arosh, je m'excuse, mais vous faites des conversions qui ne sont pas du tout acceptable au niveau halachique. Ben Arosh lui répond, une lettre magnifique en hébreu rabbinique, et il lui dit, écoute, je crois que vous ne savez pas que je suis en charge dans tout le Maroc du tribunal rabbinique. En gros, je ne suis pas un petit joueur. C'est moi, au Maroc, l'autorité rabbinique en matière de conversion est plus que ça. Donc vous ne pouvez pas maintenant dire que vous n'allez pas reconnaître les conversions, parce que si vous le dites, d'abord vous nous faites honte au peuple juif. Les autres diront, regardez, ces juifs, ils sont jamais d'accord les uns avec les autres. Mais bon, ça va encore, on est habitué. Mais surtout, si vous ne reconnaissez pas nos conversions, nous n'allons pas reconnaître les vôtres. Réaction du Rav Guggenheim, il a écrit au grand rabbinat d'Israël. À l'époque, le Rav Mordechai Eliyahu. Et il dit au Rav Eliyahu, regarde, on a un rabbin, qui est un rabbin sérieux, mais qui convertit des gens qui n'habitent pas dans ses localités. Le Rav Eliyahu écrit au Rav Ben Arosh, je te demande d'arrêter de convertir des personnes qui ne sont pas habitants du Maroc. Pour ça, il y a les tribunaux rabbiniques dans chaque ville et dans chaque pays. Tu ne peux pas les contourner. Et lui de répondre, mais ces gens-là sont originaires du Maroc généralement. Ils viennent me voir parce qu'ils se considèrent encore soumis à l'autorité des rabbins marocains et à leur conception de la conversion. D'accord? Et, entre parenthèses, écrit le Rav Mordechai Eliyahu, passe le bonjour à ta femme. Il écrit sur la même lettre, il se connaissait, il savait très bien que c'était quelqu'un d'important. Il écrit passe le bonjour à ta femme.
Et le rabbin Ben Arosh il répond, ma femme est décédée il y a quelque temps, je suis extrêmement touché, mais merci pour ce... Voilà. Donc en fait, il faut savoir que, et ce rabbin Ben Arosh a écrit à Rabbi Shalom Messas, qui était un grand rabbin de Jérusalem après être parti du Maroc, il lui a dit, Rabbi Shalom, regarde tous ces gens-là qui ne me connaissent pas, ils me prennent pour un rabbin qui prend des pots de vin, parce que c'est vraiment ce qu'il disait de lui. Ils me prennent pour un rabbin qui prend des pots de vin parce que je fais des conversions rapides, mais à l'afrique. Mais toi, tu sais très bien que je l'ai toujours fait avec sincérité et dans le cadre de la halakha. Et il y a des correspondances très importantes avec Rabbi Shalom et le Rav Ben Arosh. Et là, Rabbi Shalom, c'est une des tragédies du séfaradisme en Israël aujourd'hui, eh bien, n'a pas été à la droite de Rabbi Ben Arosh. Il a écrit sur une lettre du Rav Eliaou, je suis d'accord avec le Rav Eliaou, arrête de convertir des personnes qui ne sont pas du Maroc. Et il a laissé dire, en fait, quelque part, que c'était un rabbin pas sérieux. C'est une des tragédies des rabbins marocains qui sont arrivés en Israël, qui étaient des gens de la halakha, mais qui n'avaient pas de force dans tout ce qui était relations publiques. Qui étaient capables de s'affirmer, de dire, nous, c'est comme ça qu'on pense. On pense différemment. Donc je suis d'accord entièrement avec cette histoire-là. Il faut trouver une solution. Heureusement, il y a quelques semaines, il y a une loi qui a commencé à être votée pour permettre à des tribunaux rabbiniques indépendants de convertir. Et le Rav Amsalem, je vous le dis ici, a lui-même un tribunal rabbinique indépendant où il convertit avec le Rav Riskin, avec qui je travaille en Israël, des personnes qui ne vont pas au rabbinat. Deuxième question. Alors, concernant donc la dimension sociologique sur les Haredim, les soldats, et en gros l'État démocratique et juif, et la dimension religieuse qu'il peut y avoir dans l'armée. Alors je dois vous dire que sur cette question-là, moi je suis partagé, parce que on a d'un côté, en effet, besoin d'une armée qui fonctionne comme il faut, et qui soit soumise entièrement à l'autorité du chef d'état-major. Et puis si le soldat n'est pas d'accord de remplir certains ordres, a priori, eh bien, il doit mettre de côté sa conscience et obéir au chef d'état-major. On a eu ces cas-là, évidemment, au moment du démantèlement de Gaza, où des soldats qui n'étaient pas d'accord avec la politique d'Ariel Sharon pour le démantèlement de Gaza ont dit « moi je ne pourrais pas faire ça ». Alors, il y a eu un aménagement, et ces personnes-là ont été, on va dire, mis de côté pendant le moment du démantèlement. Mais foncièrement, est-ce que, et c'est une vraie question, est-ce qu'il est souhaitable d'avoir une armée israélienne sans aucune dimension juive? Moi, personnellement, je pense que la dimension juive, elle est importante dans l'armée. Elle me donne beaucoup de fierté. Mais la question est de savoir quelle sorte de dimension juive on a. Si c'est une dimension juive qui amène à un schisme au sein des soldats, qui amène au fait qu'un soldat druze ne se sentira pas à l'aise, parce que c'est essentiellement juif sur un ton juif, donc pas druze, ça me dérange. Mais si on a là-bas une dimension juive qui permet d'abord un respect des mitzvot pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire il y a des moments de prière pour les soldats religieux qui le souhaitent, et on mange cachère à l'armée, c'est un ordre de l'état-major d'avoir une nourriture cachère. Il y a des rabbins qui sont là pour également accompagner les soldats, parce que c'est une armée en effet avec une dimension juive incontestable, mais il faut toujours être à l'affût de ce que les rabbins vont dire. Parce que c'est vrai que là, je partage moi cette crainte de rapprochement trop grand entre le nationalisme et le judaïsme. C'est-à-dire que je me dis absolument sioniste et sioniste religieux. Mais vous savez, quand on dit sioniste religieux, il y a plein de définitions. Je pense qu'en effet, personnellement, je ne peux pas ne pas conférer à l'État d'Israël une dimension, je dirais, providentielle. Est-ce que pour autant, considérant cette dimension providentielle, qui est liée à une certaine messianité, je suis prêt à mettre en l'air toutes les valeurs démocratiques? Sûrement pas. L'État d'Israël doit rester un État démocratique dans ses cadres, et même dans ses cadres militaires, essentiellement. Mais je pense que cette dimension, je dois dire, j'étais la semaine dernière à une cérémonie, mercredi dernier, à une cérémonie de fin de parcours de mon fils à l'armée, donc, et j'ai été extrêmement ému, j'ai pris en photo, de voir deux versets écrits derrière sur les murs au moment de la cérémonie. Le premier verset, c'était le verset de Isaïe. Un peuple ne lèvera pas l'épée contre un autre peuple et n'apprendront pas la guerre l'un à l'autre. Donc moi je vais vous dire, quand je suis dans une cérémonie militaire avec des soldats, avec des armes, et que je vois derrière ça le passouk d'Isaïe, moi j'ai des larmes qui coulent. Quelle armée au monde se rappelle d'un verset qui parle de paix?
Vous voyez, c'est magnifique. Et en haut également, un autre verset qui était si je t'oublie Jérusalem, alors que ma droite m'oublie. Alors moi, cette dimension juive de l'armée, je l'aime. Elle est là, je ne peux pas ne pas la voir et ne pas l'aimer. Pour moi, elle donne le kivun, elle donne le sens de l'action militaire. Donc, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut avoir certaines fois, en effet, certaines restrictions. Vous savez, il y a un kibbutz en Israël qui a été fondé par des Breslev. Et c'est un kibbutz, il a tout de kibbutz sauf la démocratie. Donc on se demande ce qui reste du kibbutz. Et là-bas, la phrase, c'est Arov Kovea, Hacha Arav Kovea. Donc, hein, le jeu de mots, la majorité fixe, Arov, jusqu'à ce que le rabbin fixe, arabe. Donc je ne suis pas d'accord pour que ce soit comme ça à l'armée. On doit rester dans une armée qui reste une armée nationale avec une soumission absolue au-delà des idéologies personnelles à l'état-major. Alors ensuite, la question sur les jeunes arabes, israéliens ou palestiniens qui ne veulent plus de deux États. Eh bien, moi je peux vous dire que personnellement j'ai habité dans les territoires il y a 20 ans à peu près. Et j'étais étudiant avec ma femme à Bar-Ilan, et on nous a proposé d'habiter dans un petit yishuv, dans Samarie, pour rien du tout. Je ne savais pas quelles étaient mes convictions politiques à l'époque, mais je me suis dit, ils ont créé un groupe de 20 couples d'étudiants, on avait des maisons quasi gratuites et des allers-retours sur l'université de Bar-Ilan, on est parti là-bas. Et puis, on n'était pas conscient vraiment des problématiques géopolitiques, on avait 20 ans, on était jeunes, et beaux. Et alors, je me rappelle que le jour des accords d'Oslo, pour arriver chez nous, on devait passer par un village. Certaines fois, il y avait des pierres lancées sur les voitures, c'était pas agréable. Et je me rappelle qu'on revenait de l'université avec ma femme en voiture, on avait évidemment des vitres plasticiées pour ne pas... Et on arrive au village, Aboud. Un village s'appelle Aboud. Et là, je vois un rassemblement de jeunes enfants, et je dis à ma femme, on va s'en prendre. Parce qu'il fallait rouler doucement, et la route était bouchée. On roule doucement, et là, on voit tous ces enfants avec des alézaïtes, avec des plants d'olivier, des branches d'olivier, en train de caresser la voiture et en disant « Salam, salam ». Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne passerai plus jamais dans un village arabe sans rouler doucement et en souriant aux jeunes enfants. Parce qu'on sait très bien qu'ils sont éduqués à la haine du juif et d'Israël. Ce n'est pas un secret, il ne faut pas le camoufler. Et ils ne rencontrent pas d'Israéliens ni de juifs au quotidien. Il faut partir là-bas et il faut sourire. Maintenant, ces jeunes-là, qui ont des aspirations nationales, alors évidemment, on est face à un problème. Parce que les personnes aujourd'hui qui prônent la solution des deux États, à mon sens, ne connaissent pas le terrain. Ils ne connaissent pas le terrain. Il y a 500 000 personnes qui habitent aujourd'hui en Judée-Samarie. Il y a à Jérusalem et dans certains endroits des lieux qui sont entièrement mixtes, où vraiment la mixité est présente. Moi, la solution des deux États me paraît utopique. Dans le sens que pour Gaza, ça a été difficile d'évacuer 8 000 personnes, mais personne ne va imaginer évacuer 500 000 personnes. Ça va être une guerre civile. Mais par contre, je vous appelle à vérifier une nouvelle initiative passionnante qui s'appelle Une terre, deux peuples. Une sorte de confédération, quelque chose qui a été créé par Elias Cohen, un jeune poète avec des bouclettes, à qui on dit « Mais toi, tu es dans l'utopie absolue, mon ami ». Il dit « Mais c'est pas moi qui suis utopique. Quand depuis 60 ans, il y a des gens qui se font tuer et on ne fait rien de grand pour arrêter ça, c'est eux qui sont fous. Moi, je ne suis pas dans la folie, je suis dans le réel politique. Je veux une solution. » Et sa solution est très intéressante. Il dit « Je ne ferai jamais le deuil de Hebron, d'Hébron, jamais. Et le Palestinien ne fera jamais le deuil sur Jaffa. Jamais. Donc faire des séparations sous forme de deux États, ça ne répondra pas aux besoins identitaires des deux peuples. Mais par contre, je veux pouvoir habiter partout, comme je veux que chaque Palestinien habite partout. Il a un programme qui me semble passionnant, il est encore à ses débuts, mais dans un monde où on reste souvent sur des définitions trop rigides, il amène quelque chose de nouveau. Voilà, c'est... Regarde, je te propose, parce qu'on a déjà excédé de 20 minutes le temps et que, voilà, il faut qu'on lève la séance. Il y a deux questions qui restent en suspens. La question de Jean-Claude et la question de Lubavitch. Je t'en prie, réponds succinctement. Et ensuite, vous pouvez rester dans la salle et venir parler au rabbin Ben Admon, qui est là jusqu'à mercredi et qui sera relativement disponible d'ailleurs lundi et mardi. Pas cet après-midi parce qu'il va faire un petit tour de Montréal. Donc,
réponds succinctement à cette question pour qu'on puisse conclure. Alors je commence par la question du Rabbi Lubavitch. Moi je dois dire que j'ai une admiration incroyable pour ce rabbin, un homme, un géant de la Torah, un homme avec une vision du peuple juif, quelque chose de... Je peux vous dire que pendant des années j'ai pas été très sympa avec le mouvement Lubavitch, surtout sur la question du Messie, qui me paraît une hérésie folle et incroyable. Et bon, mais dès que ma grande fille est partie faire le tour du monde, est partie au Vietnam, en Inde, et que les personnes qui l'ont accueillie, elle et ses copains, c'était Chabad, je me suis dit, depuis ce jour-là, je me tais. Parce qu'ils font quelque chose de grand pour le peuple d'Israël, et ils sont partout où on a besoin d'eux, sans pour autant amener de la Torah, ils sont là pour des raisons sociales. Donc, maintenant, donc d'abord, j'ai une grande admiration pour ce monsieur, sans aucun doute, un géant de la Torah. Et maintenant, pourquoi est-ce que certains disent... Je pense que c'est lié peut-être à une problématique locale qui veut que lorsque des personnes deviennent plus religieuses, plus pratiquantes, alors elles arrivent chez Chabad et peut-être oublient leur tradition à elles. Et rentrent dans un modèle qui est un modèle qui n'est pas séfarade. C'est pas un modèle séfarade de s'habiller comme ça, c'est pas un modèle séfarade Vous voyez, j'ai pas besoin de parler de ça trop longtemps. Le modèle Chabad n'est pas un modèle séfarade, et c'est pas parce qu'on garde des usages de prière séfarade qu'on reste dans la culture séfarade. Maintenant, je respecte les choix des personnes. Quelqu'un qui décide de rentrer dans le monde de la Lubavitch parce qu'il aime ça, parce que ça lui parle, ben bravo. Encore une fois, c'est son choix. Mais je pense en effet que c'est pas quelque chose qui permet, on ne peut pas combiner Chabad si facilement avec d'autres choses. Chabad, c'est un système assez clair. Les Chabad ont leur système, ils ont leur doctrine, d'accord, et ils suivent les instructions du rabbi, et ils n'en bougent pas d'un iota. Donc c'est pas... Mais ceci dit, beaucoup de respect. Pourquoi ils ne disent pas sur la tombe du rabbi, ma blague était de dire parce qu'il n'est pas là-bas, il n'est pas mort, donc il n'est pas là-bas, il n'est pas dans la tombe. Mais pourquoi? Parce que c'est... je ne sais pas pourquoi en fait. Je ne sais pas, il faut leur demander en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ne le disent pas. Alors, maintenant sur la question de M. Benaïm concernant la continuité du changement. Et est-ce que la takana, eh bien, ce n'est pas une façon de contourner l'idée de réforme. Mais on ne peut pas le dire ouvertement, et donc on va appeler ça takana. En vérité, takana de Kahal, donc le décret rabbinique concernant la paix sociale, c'est une institution qui remonte déjà à l'époque des Géonim, au Xe siècle. Et c'est vrai que cette institution, elle est passionnante, parce qu'elle permet au judaïsme de faire face aux problématiques de chaque époque, alors que la halakha ne le permet pas. D'accord? Et donc on a cette histoire de Takanat Kahal. L'idée que j'ai ramenée sur l'héritage de la fille, c'est une Takanat Kahal. Maintenant, la Takanat Kahal, ce décret communautaire, ce décret rabbinique sur la communauté, il est tellement fort au niveau halachique qu'il permet même de déraciner une loi de la Torah. Maintenant, un petit chiffre, si vous voulez bien, un petit chiffre. C'est que donc les Takanot Kahal, c'est ce qui permet vraiment au rabbin de gérer les nouvelles situations problématiques dans le peuple juif, auquel la halakha est en lacune. Alors vous savez que le grand rabbinat d'Israël, fondé en 1922, jusqu'à aujourd'hui, a énoncé environ 10 Takanot Kahal. Sur le don d'organes, sur la mort cérébrale, vous voyez, ça a été énoncé. Vous savez que dans cette fameuse assemblée de rabbins au Maroc, en 1947 jusqu'à 51-52, les rabbins donc se sont rassemblés pour toutes les questions qui étaient problématiques. Et ils ont énoncé, vous savez combien de Takanot Kahal? 150. Plus de 500. Et ça montre la vitalité d'un rabbinat, qui est capable, parce que beaucoup aujourd'hui diraient, mais qui sommes-nous? Nous, petits rabbins, on n'a pas d'épaule assez large pour faire ce que nos anciens ont fait. Nous sommes vraiment comme des nains face à ces rabbins importants. Eh bien non, le rabbin, son rôle c'est d'être rabbin. Il doit, quand il y a un problème, répondre à la question. Personne d'autre à part lui ne répondra à la question. Et si ça demande de faire une Takanat Kahal, il doit la faire. Est-ce que certaines fois, c'est pas une façon de faire des réformes? Mais oui, mais c'est une réforme qui est encadrée dans la logique halachique. D'accord? On a des textes très importants qui ont été écrits en Israël, et je reviens encore une fois, celui qui a écrit un doctorat sur les Takanot Kahal en Israël, c'est Aaron Nachalon. Eh bien, il était membre du kibbutz Sde Eliyahu. Proximité entre le monde kibboutzi et le monde séfarade. Voilà. On va finir sur ça. Écoutez, je crois que... Je crois que votre attention et vos questions témoignent de l'intérêt, et plus que d'intérêt, je dirais de l'intérêt
réparateur même, à écouter le rabbin Michael Ben-Admon, qui ici, comme vous avez pu le voir, a autant de références en halakha qu'en matière universitaire et en matière humaine. Alors moi vraiment, ça fait des années que nous voulions faire venir le rabbin Michael Ben-Admon à Montréal, et je suis très très heureuse de sa venue. Je te remercie, Michael, vraiment de t'être prêté à cet exercice. Et comme je l'ai dit, je vous invite, si vous voulez maintenant lui parler en aparté, à le faire. Et je vous souhaite une bonne journée. J'aimerais vous remercier également, parce que, évidemment, quand on aborde des questions, l'échange est essentiel, et c'est vous qui posez des questions qui également me donnent à réfléchir et à essayer d'énoncer ces thèses de façon plus claire. Donc je vous remercie également d'avoir été là.